Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, LVMH a publié ses résultats financiers du Q3 2024. On pourrait passer ici 5 secondes à analyser ici quantitativement ici l'entité. Donc, c'est ce qu'on va avoir tendance à faire en date d'aujourd'hui. Comme je rappelle toujours ici, ça ne sert strictement à rien du tout de s'attarder sur l'analyse quantitative. Surtout si vous l'avez déjà fait une première fois. Donc, c'est juste identifier est-ce que les marges suivent, est-ce que les bénéfices suivent, etc. Qu'est-ce qu'on a par rapport à l'endettement ici. Et vous savez toujours quel type de questions on va poser quand on a à peu près face à nous un rapport trimestriel. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, à quoi s'attendre ici à court terme et quels sont les éléments à surveiller. Donc, n'oubliez pas également une chose. C'est une compagnie qui reste cyclique et donc il est généralement normal qu'en période difficile, entre parenthèses, qu'on ait parfois affaire à des ralentissements. De toute façon, ceux qui viennent de commencer n'ont peut-être jamais connu LVMH en période de ralentissement, d'accord? Et sachez que tout ce qui arrive présentement, c'est totalement normal. Tellement normal que ça pourrait représenter des opportunités. Mais comme je l'ai dit, lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences calls, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire en date d'aujourd'hui. Surtout les conférences calls d'ailleurs. Et je pense que le conférence call d'LVMH ici, enfin, j'espère que vous l'avez déjà écouté. Si vous ne l'avez pas encore fait, rappelez-vous, je vous ai partagé une application il y a très longtemps, c'est Quarter, Q-U-A-R-T-R. C'est en anglais, bien sûr. De toute façon, si vous investissez, même si c'est LVMH, vous n'avez pas le choix que de lire en anglais. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est une question d'habitude. Donc, si on refait une analyse quantitative de cette compagnie, il me semble que j'en ai fait une il y a moins d'un mois, donc techniquement, ça ne va pas trop changer entre-temps ici. Je rappelle ici qu'en description de la vidéo, vous avez la possibilité ici de prendre connaissance ici de la note d'analyse que j'ai effectuée après avoir lu les rapports, après avoir écouté le conference call et lu les rapports trimestriels ici des LVMH, même si techniquement au Q3 pour une compagnie européenne, en fait, vaut mieux se rattacher, il vaut mieux considérer le conference call plus que le rapport financier ici, parce qu'en fait, le rapport financier, c'est même trop dire, c'est juste le rapport par rapport aux revenus ici, d'accord? Donc, généralement, c'est les compagnies européennes, il n'y a qu'au Q1, non, pas le Q1, le Q2 et le Q4 qui sont, selon moi, hein, entre parenthèses, intéressants. Mais en tout temps, le Q3 reste intermédiaire ici. Ça nous permet ici de voir si la tendance ici annoncée au Q2 ou au Q1 est toujours d'actualité. Comme je l'ai toujours dit, si vous investissez à long terme, c'est une succession ici de prises de décision à court terme. OK? Donc, si on prend à peu près, comme je l'ai dit, si on descend la vidéo, vous allez arriver ici, donc offert par la maison, vous cliquez dessus, vous téléchargez l'élément en question et voilà. Donc, on va faire une analyse quantitative assez rapide ici. Alors, LVMH, c'est quoi? 1. Stabilité et croissance des revenus, c'est la première chose qui m'intéresse quand je regarde ce business. Et la question à se poser derrière, c'est toujours d'où provient la croissance? D'où provient le ralentissement? Quelle en est la raison? Parce que ça nous sert strictement pas à grand-chose. D'accord? C'est juste un constat. Oui, c'est croissant. La croissance en elle-même ici, généralement sur les 10 dernières années, c'est histoire de voir si ça accélère, si on a une accélération, 11% en moyenne sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, c'est à peu près 11% également en moyenne. Et sur les 3 dernières années, nous avons à peu près aux alentours de 15%. Donc, on a plutôt une accélération sur les 3 dernières années. Quand je lis mes rapports financiers, pourquoi est-ce qu'on a cette accélération-là? Et à quoi s'attendre dans le futur? Est-ce que la croissance en question est plus rapide, est plus élevée que la croissance du marché de manière générale? Et n'oubliez pas, si vous avez du LVMH, vous posez des questions par rapport à la croissance future. Prenez la taille du marché, regardez l'évolution de LVMH par rapport à la taille du marché, regardez la croissance du marché de manière globale ici et regardez l'évolution de LVMH. Et posez-vous la question si l'entreprise a tendance à croître à un niveau plus élevé que le marché. Et maintenant, posez-vous la question, et en supplément de ça, il faut essayer de regarder est-ce que ça dépend des volumes ou bien du prix, ou c'est un mix des deux. On sait clairement ici, LVMH, c'est peut-être la centième vidéo sur cette chaîne concernant LVMH. On sait clairement que c'est une question et c'est un mix des deux. Ensuite, on regarde la marge brute. Vous avez une marge brute, j'aime bien prendre la moyenne. Sur les 20 dernières années, c'est 65%. 10 dernières années, 65%. 5 dernières années, 68%. Qu'est-ce que LVMH a fait sur les 5 dernières années? Pourquoi est-ce que les marges brutes sont de plus en plus élevées? Et à quoi s'attendre dans le futur? Est-ce qu'on va rester à ce niveau-là? Quel est l'objectif de marge du management? Ensuite, on regarde les marges. On sait déjà que les marges n'ont pas tendance à diminuer.
elles ont plutôt tendance à être stables. Et donc, si elles augmentent, ici, il y a peut-être de grandes chances que ces marges-là restent à ces niveaux. Encore une fois, les réponses se trouvent dans la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Ensuite, vous avez les marges EBITDA. Je pourrais prendre les marges opérationnelles ici, donc les bits, mais je prends les EBITDA directement. Je fais également le même constat. 20 dernières années, 24%. 10 dernières années, 24,75%. 5 dernières années, 29%. Même question par rapport à la marge brute. Donc, ce sont des éléments que j'aime bien. La première chose que je recherche sur un business, c'est la stabilité des revenus et des marges. Avant même d'aller regarder la croissance, je recherche d'abord la stabilité. Ensuite, on va regarder ici le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il diminue? Il est plutôt stable. Il diminue timidement. Et moi, vous me connaissez, je préfère quand une entreprise rachète ses actions ici, surtout si elle se négocie à des prix corrects. OK? En supplément de ça, qu'est-ce qu'on regarde? On compare les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Parce que vous pouvez avoir des bénéfices nets sans avoir de free cash flow. Je vous renvoie ici au pack du débutant. Donc, en description de la vidéo également. Alors, de toute façon, vous allez retrouver cet élément-là sur la même page que le produit offert par la maison. Donc, ça se trouve ici. Donc, on continue. Alors, vous constatez ici que les marges, les bénéfices nets et les free cash flow vont dans le même sens. Donc, c'est une entreprise, quand elle a $100 de bénéfices nets, elle récupère $100 de cash. C'est le cash qui compte parce que c'est le cash, avec le cash flow, le free cash flow qu'on repaye la dette, qu'on rembourse la dette. D'accord? Ici, sur la partie opérationnelle, on paye juste, sur le compte de résultat, on paye juste les intérêts sur la dette. Mais quand vous remboursez la dette, c'est avec le free cash flow. Et vous pouvez avoir des bénéfices nets sans avoir des free cash flow. Et ça, c'est dangereux. Comme vous pouvez ne pas avoir de bénéfices nets, mais avoir des free cash flow. Donc, il faut toujours savoir que c'est nuancé. Les deux, il faut toujours les comparer et essayer de regarder à peu près d'où provient la différence. Ici, je ne vais pas avoir tendance à chipoter sur le même chiffre, etc. Je sais que les deux vont dans le même sens. Ça se voit. D'accord? Et si je suis trop, méticuleux, on va le dire comme ça, tout ce que j'ai à faire, essayer de voir si les deux se rapprochent. Et si je prends ça en cumulatif, comme ça, voilà. Deuxièmement, je rappelle ici que le seul logiciel que j'utilise, il est complètement gratuit pour le moment. Il est en description de la vidéo, ça s'appelle Coifin. Quand j'ai l'habitude d'utiliser ici, au moins ça me permet de voir les choses visuellement. Donc, sur les 20 dernières années, 99 milliards en termes de free cash flow, 101 milliards en termes de bénéfices nets. 2 milliards de différence, pas grand-chose. Je commence à m'inquiéter quand on a une variation de 10 à 20%. Sur les 10 dernières années, 68 milliards de bénéfices nets, 79 milliards de free cash flow. Encore parfait. Free cash flow est même plus élevé que ça. C'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas également, les free cash flow peuvent être impactés ici par la variation ici de l'IFRS 16, surtout si l'entreprise a tendance à avoir des magasins loués. D'accord? Donc, techniquement, je vous renvoie à cette note-là. On en a parlé plusieurs fois ici. Je vous ai donné l'indication. Qu'est-ce que ça veut dire IFRS 16? Toujours aller regarder, faites attention à cette nouvelle norme comptable européenne. Je constate bien, ça impacte essentiellement les compagnies européennes. Ce qui veut dire ici que quand on regarde les bénéfices nets et les free cash flow d'une compagnie européenne peuvent être artificiellement gonflés parce que ces free cash flow incluent ici les charges liées au loyer. D'accord? Donc, c'est un problème. Il faut toujours aller vérifier la différence entre les deux. Donc, quand j'ai une compagnie européenne face à moi, j'aurais tendance à privilégier les bénéfices nets. D'accord? Si je n'ai pas encore reconstruit les free cash flow. Sauf sur les rates. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez également pourquoi. Et je vous renvoie ici au pack du débutant. Ensuite, sur les 5 dernières années, 58 milliards, 53 milliards. La différence ici est de l'ordre de 10%, mais en faveur des free cash flow. On aime ça. Ça peut être ici un fait par rapport au BFR ou bien ici par rapport à une dépréciation. Bref, on n'est pas là pour faire un cours de comptabilité. OK? Encore une fois, je vous renvoie au pack du débutant. On en a parlé. Maintenant, enfin, j'ai même fait une vidéo dessus par rapport aux états financiers, etc. De toute façon, on les a survolés. Donc maintenant, on a vu ici que les bénéfices nets et les free cash flow vont dans le même sens. OK? Maintenant, on va avoir tendance à regarder la dette nette sur EBITDA. D'accord? En combien d'années on peut rembourser la dette nette avec l'EBITDA? Et je rappelle ici que EBITDA n'est pas synonyme de
de rentabilité. D'accord? Ce n'est pas parce que vous avez des EBITDA que vous avez des free cash flow. C'est histoire ici de prendre un raccourci. 1.1, c'est parfait. En dessous de 5, c'est une bonne chose, surtout quand une entreprise n'est pas cyclique. Si nous avons un business cyclique, c'est en dessous de 3. D'accord? Si c'est une rate, généralement, on peut parfois aller un peu plus loin, à un niveau un peu plus élevé, mais toujours en privilégiant ici le remboursement, la dette ici, avec les cash flows opérationnels en 10 ans. OK? Donc, ça ne sert à rien d'aller regarder. Si je prends les free cash flow ici, c'est à peu près une dizaine de milliards. Si je regarde la dette nette ici du point de vue volume, LVMH peut rembourser sa dette nette ici en 2 ans littéralement. Donc, on ne peut même pas dire qu'elle est très endettée. D'accord? Maintenant, combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? Généralement, il paye entre 20 et 25 fois les bénéfices. En moyenne, c'est 20 fois les bénéfices. Sur les dernières années, on est monté à 25 fois les bénéfices parce qu'on avait cette croissance-là, ici. Ok, vous remarquez que la croissance a eu tendance à ralentir sur les dernières années. Croissance des bénéfices nets, croissance des revenus n'est pas synonyme de croissance des bénéfices nets. Toujours aller regarder le volume de croissance en termes de pourcentage au niveau des différents bénéfices. Ok, ou bien bénéfices nets, bénéfices opérationnels, EBITDA, comme vous voulez. Ok, donc ici, si je suis optimiste, et pour être optimiste, il faut bien que je m'accroche également à ce que le management dit, surtout si j'ai confiance en ce management-là, s'ils ont tendance à dire ce qu'ils font, d'accord, et à faire ce qu'ils disent, ok. Et quand on prend ce business, c'est un business qui pourrait se négocier entre 20 et 25 fois les bénéfices. 20 et 20, idéalement, à partir de 20 fois les bénéfices, ça commence à être intéressant. Donc, la première question qu'on se pose, est-ce que c'est un business prévisible? Oui. Près de 65%, enfin 75% du temps, les analystes ont raison. Sur une période de 2 ans, ils arrivent à faire de bonnes prévisions. Et quand on fait des prévisions ici intéressantes, ça ne veut pas dire que c'est gravé dans la roche. Par exemple, aujourd'hui, les analystes s'attendent à combien? Ils s'attendent à peu près en 2024, à 28 dollars, 28 euros. Il y a 6 mois, c'était 32 euros. Donc, ça fluctue au fur et à mesure que les informations s'accumulent, ils ajustent leur modèle. Moi, le plus important, c'est que l'entreprise puisse avoir tendance à rapporter à peu près la même chose qu'elle a rapporté l'année précédente. Je n'ai pas envie d'acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance, à un prix qui implique la croissance. Donc déjà, à la base, entre 60 milliards, entre 600 millions, rappelez-vous, 20 fois les bénéfices, 600 millions, et entre 600 millions ici, et combien? Entre 600 millions et 700, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Entre 600 euros et 750 euros. Je sais que c'est mon range de prix par rapport à cette compagnie, sans prendre en considération la dette. Vous voyez que je suis optimiste. 600, 750. Parce que pour moi, il y a de grandes chances que LVMH puisse rapporter à peu près le même niveau de bénéfice net dans le futur, en termes de volume, avec un nombre d'actions similaire en date d'aujourd'hui. Donc, ça sera entre 600 et 750 euros. Et donc, aujourd'hui, on me propose cette compagnie à combien? 600 euros. Donc, je sais que ça commence à sentir bon. Ça n'a pas pris en considération la croissance. Et après, une fois que je n'ai pas pris en considération la dette, que je vais considérer ici comme étant accessoire. Si je suis trop conservateur, je pourrais rajouter la dette. Mais à peu près, on ne sera pas très loin de ce chiffre-là. Donc, maintenant, vous remarquez ici que par rapport au prix qu'on me propose, ça commence à sentir bon. Au pire, je suis correctement évalué. Au mieux, on peut s'attendre ici à 750 euros dans le futur. Je suis sous-évalué. Et donc, c'est intéressant pour moi. Donc, si on prend maintenant en considération l'attente des analystes, vous voyez que jusqu'en 2026, on s'attend à peu près à du 32 euros, alors qu'il y a 6 mois, c'était 38 euros. C'est près de 20% quand même. Mais ça pourrait changer de manière positive dans le futur. Et vous comprenez donc pourquoi j'aime toujours acheter une compagnie, même si c'est du LVMH, à un prix qui n'implique pas énormément de croissance, parce que la croissance tend généralement à ralentir. Les attentes ne se réalisent pas généralement à court terme. OK? Ce n'est pas une certitude. Donc, il faut prendre le maximum de précautions possible. C'est pour ça que quand on, entre parenthèses, quand on joue avec des chiffres, il faut également savoir ce que les chiffres ne montrent pas. Donc, lisez vos rapports financiers, intéressez-vous au secteur d'activité. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire en période difficile, surtout quand on a du LVMH. Donc, ma conclusion sera simple. On me demande d'acheter en date d'aujourd'hui, on me demande de payer 602 euros. Ça, c'est la variation du 16 du mois d'octobre. Hein. Nous sommes le 17 à l'heure où je tourne cette vidéo. On a peut-être moins que ça, mais vous comprenez le principe. De toute façon, ici, vous pouvez le répliquer de vous-même. On ne cherche pas à avoir un prix précis, mais à peu près avoir un élément. Comment est-ce que je pourrais valoriser cette compagnie, voilà, assez sereinement.
ou bien assez rationnellement, on va le dire comme ça, même si rationnellement entre parenthèses. 32 euros, j'arrondis bien sûr, par rapport à 602 dollars, 602 euros ici, ça donne à peu près 5% de rendement, ce qui équivaut ici à 20 fois les bénéfices. Donc on peut se dire que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Si je le prends à 25 fois les bénéfices, on prend nos fameux 32 euros à 25, ça donne combien? Ça donne aux alentours de 800 euros, moins la dette nette. La dette nette qui est, selon nous, on s'est dit ici, elle est insignifiante, d'accord, quand on prend en considération du LVMH ici. Mais on va quand même l'inclure, histoire ici d'être assez conservateur, enfin, en prenant 25 fois les bénéfices. Parce qu'elle le mérite clairement. Une entreprise qui arrive à maintenir ses marges, qui a un pricing power, qui pourrait avoir une certaine croissance également au-dessus de l'inflation, ça a un certain prix. 54 dollars, enfin, je vais mettre 55 euros, d'accord, moins 55 euros, ça donne à peu près un prix aux alentours de 745 euros. C'est intéressant. Donc pour moi, en date d'aujourd'hui, c'est intéressant de commencer à regarder du LVMH en profondeur, pas accumuler. Ne vous limitez pas à cette vidéo-ci. Et si vous voulez un complément par rapport à cette vidéo, vous allez en description de la vidéo, comme je l'ai dit, allez sur n'importe quel, par exemple ici, vous pouvez cliquer sur la top newsletter ou ce que vous voulez. Vous allez arriver sur cette page principale et vous allez juste télécharger ce document-ci. Vous allez voir que ici, vous avez à peu près il y a une note sur LVMH que vous allez retrouver ici. Et si vous téléchargez cette vidéo, enfin, si vous téléchargez ici le document en question, enfin, si vous accédez à ce document, d'accord, dans 3 jours, 4 jours, 5 jours, il y aura peut-être bien plus d'éléments que ça. Parce que maintenant, je ferai des analyses quantitatives. Et si j'ai eu à lire les rapports financiers sur une compagnie, au lieu de venir m'asseoir ici, et lire mon texte, etc., je vais faire mon analyse quantitative et je vais mettre la note d'analyse ici. Je rappelle ici que la note d'analyse dépend de la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. OK? Et donc, c'est en description de la vidéo et c'est uniquement ma propre lecture des choses. Et comme je l'ai dit ici, ne vous limitez pas à cette lecture des choses-là pour prendre des décisions d'investissement parce que vous devez investir avec conviction. On ne substitue pas les convictions. D'accord? C'est très important. En description de la vidéo également, vous avez un lien vers Instagram si vous avez des questions directes à me poser. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pendant que je suis avec vous, est-ce que c'est une compagnie qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist que vous pouvez également retrouver ici, ok? Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien évidemment que oui. Le price target dans la watchlist ne change pas du tout. On va le laisser comme ça, ok? Donc pour ceux qui ont accès à la watchlist, vous savez à peu près quel est le price target. Et par rapport à cette watchlist, vous pourrez savoir que en date d'aujourd'hui, ça pourrait être intéressant d'aller regarder en profondeur du LVMH. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Et si on extrapole un tout petit peu, admettons que les analyses, voilà, le marché redémarre de manière positive sur tous les segments ici de LVMH et qu'on arrive à atteindre les 38 euros ici, à 25 fois les bénéfices, je suis optimiste, attention. Ça fait 950 euros. Par rapport au prix que je paye en date d'aujourd'hui, ça donne à peu près 1,58. Et si on prend 5 ans pour atteindre 38 euros ici, ça donne à peu près un rendement potentiel de presque 10% par là. Ce qui n'est pas mauvais non plus. À 25 fois les bénéfices. Je rappelle bien. Parce que si je le prends ici à 20 fois les bénéfices, d'accord, ça donne 760 divisé par le prix actuel. Admettons que ça nous prend 5 ans pour arriver à ce 38 euros-là, ça nous donne à peu près un rendement ici de 4,77%. Ce qui pourrait être à peu près, dépendamment du niveau d'inflation actuel, assez intéressant. Et ça ne prend pas en considération l'éventuel dividende, parce que le dividende en lui-même, on n'en a pas parlé, excusez-moi. Quand on vous donne, si l'entreprise vous dissout la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez à peu près 5% de rendement. Ok, aujourd'hui, elle paye un rendement de combien? 2,16%. Est-ce que je dois vous faire un dessin pour vous dire pour vous montrer à quel point le dividende pourrait croître et où est-ce qu'il pourrait s'arrêter en date d'aujourd'hui? Donc, vous connaissez le plafond de verre. Donc, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Bref, comme je l'avais tantôt dit, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Si vous avez du LVMH en portefeuille aux alentours de 600, c'est intéressant, mais passez plus de temps à lire vos rapports financiers qu'à vous interroger par rapport à la valorisation de ce business-ci. Parce que c'est en lisant vos rapports financiers que vous pourrez détenir avec conviction cette compagnie. Et ne détenez pas cette compagnie si vous tombez amoureux du produit. Faites attention, parce que ce n'est pas parce que vous aimez le produit que ça sera forcément un bon investissement. Merci, au revoir.